Je vais partir de... Monsieur en rouge, tout à l'heure, disait qu'on ne parlait pas assez de l'avenir et du futur. Je vais parler un petit peu de l'avenir ou du futur. En tout cas, je vais me situer dans cette perspective. Parce que on a devant nous il y a un enjeu à la fois considérable et assez excitant, à vrai dire. C'est la seule chose que je trouve un petit peu excitante dans la politique et pour la gauche, là, actuellement. C'est que nous allons devoir inventer une nouvelle société. On n'a pas le choix, on commence à en être tous convaincus. Il faut inventer une nouvelle société. Il ne faut pas simplement changer de régime ou améliorer la démocratie, il faut inventer une nouvelle société. Et c'est pas, je dirais même, c'est pas tous les siècles que ça arrive. Voilà, ça tombe au XXIe siècle. Et nous allons devoir le faire. Et nous savons aussi qu'inventer une société, ça ne se fait pas que du haut. On invente une société que si tout le monde s'y met. Bon. Ça veut dire que l'enjeu constitutionnel, je crois, c'est d'abord de penser une démocratie qui permet à tous de participer à ce chantier-là considérable, qui va prendre des années et qui est très compliqué. Parce qu'il va falloir inventer une nouvelle façon de produire, de se déplacer, de consommer. Il va falloir inventer aussi une nouvelle conception de la richesse, de la propriété. Enfin, c'est quelque chose de très, très compliqué et c'est pour ça d'ailleurs que c'est assez excitant. Et évidemment, de ce point de vue-là, vu de la France en tout cas, il y a un obstacle. Un premier obstacle, ce n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup d'obstacles à ça. Mais il y a un obstacle qui est un obstacle institutionnel, c'est la Ve République. Pourquoi ? Parce que la Ve République, dans sa pratique, a instauré un système politique qui est fondé sur la verticalité, la concentration du pouvoir, l'impunité des dirigeants, la caporalisation aussi des débats politiques. Et on ne peut pas inventer une nouvelle société. C'est tout simplement pas possible. Nous sommes dans un système où nous confions le pouvoir pendant 5 ans à quelqu'un. Alors on dit c'est la rencontre entre un homme, c'est généralement un homme, et la nation. Bon. Et puis on voudrait croire que c'est ça qui va sauver le monde ou le changer. Mais même dans les systèmes très capitalistes, même dans les entreprises du CAC 40, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne met pas un type tout seul pendant 5 ans, sans aucun contrôle, sans zéro contrôle. Bon. Donc nous allons devoir réinventer, construire une nouvelle démocratie. Et c'est de ça que je vais vous parler assez brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais décrire brièvement 4 grands chantiers. Alors si j'appelle ça des chantiers, c'est d'abord parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a des solutions techniques, mais il faut en discuter. Personne n'a la bonne solution. On connaît l'histoire, ça c'est très important. Il y a à peu près 200 ans d'expérience démocratique. Bon. Donc on a appris des choses, il y a des choses qu'on sait qui ne marchent pas. Il y a des choses qui marchent. Et en France, on est un petit peu franco-français, on ferait bien aussi d'aller regarder ce qui marche dans d'autres pays. Mais disons que c'est des chantiers, c'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut construire ensemble. Et donc je vais lister 4 grands chantiers et vous expliquer pourquoi ils me font sens et aussi leur cohérence systémique. C'est-à-dire que tous ces chantiers vont les uns avec les autres. Le premier chantier, il est assez simple, à vrai dire. C'est peut-être le plus simple. Ça ne veut pas dire qu'il est facile, hein, mais il est plus simple que les autres. C'est celui de la responsabilité. Nous sommes dans un système politique qui a échangé la stabilité des gouvernants contre le principe de responsabilité. Nous avons un pouvoir qui s'exerce, on dit de façon autoritaire, verticale, etc. Mais surtout, c'est un pouvoir qui s'exerce sans contrôle. Alors, il y a une solution qui est assez simple, qui a déjà été testée, qui n'est pas miraculeuse, mais c'est le régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, vous avez un Premier ministre qui est issu des élections législatives, et ce Premier ministre, à tout moment, il peut être renvoyé. Je vais prendre un seul exemple, hein, mais que j'aime bien. Il n'y a pas très longtemps, il y a un Premier ministre britannique, que je n'aimais pas particulièrement, mais qui a fait un référendum sur le Brexit, il l'a perdu. Qu'est-ce qui est arrivé à ce Premier ministre ? D'abord, il a immédiatement démissionné. Et puis, non seulement il a démissionné, mais il a démissionné ensuite de son mandat de parlementaire. C'est-à-dire qu'il a tiré les conséquences de sa défaite. Nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, enfin, c'était comme pour les plus jeunes, c'était il y a longtemps, mais enfin, nous avons eu un référendum sur la Constitution européenne qui a été très largement perdu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le président est resté en place, comme si de rien n'était, alors que non seulement c'était lui qui était allé négocier ce traité,
Moi, j'étais pour ce traité. Je pense que vous êtes presque tous contre, mais moi, j'étais pour, donc j'ai aucun problème à dire ça. Hein, bon. Mais il a perdu, il n'en a tiré absolument aucune conséquence. Bon. Il a changé son Premier ministre, enfin, on est passé enfin, on a eu Raffarin, enfin, ça ne changeait pas, bon. Ou Villepin, enfin, bon, on est passé de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, ce traité constitutionnel a fini par être adopté sous une autre forme un peu plus tard. Bien. Donc, on voit bien en France, alors ça c'est un exemple un peu caricatural, mais on pourrait en prendre beaucoup. Hein. Dans un pays européen normal, lambda, hein, ce qui est arrivé sous Hollande, ce qu'on a appelé la fronde, bien, dans un pays normal, le Premier ministre aurait sauté. Il aurait sauté. Dans n'importe quel pays européen qui aurait une opposition au sein de sa majorité de cette nature-là, ben le Premier ministre, le Président de la République, devait en tenir compte. Ben là, on n'en a pas tenu compte avec le résultat qu'on a vu. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu moi ou le chaos, le discours. Hein, c'est-à-dire que soit vous fonctionnez tous le doigt sous la couture du pantalon, plutôt le pantalon que la jupe d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque, soit c'est la crise, c'est plus possible. Bon, et on appelait ça la fronde d'ailleurs, c'était terrible, alors que c'était simplement des parlementaires qui discutaient au sein de la majorité pour dire, ben voilà, nous on n'a pas été élus là-dessus, etc. Bien. Donc on a un problème de la responsabilité. Et une façon simple, pas suffisante, ça règle aucun problème, mais quand même qui clarifie beaucoup les choses, c'est d'instaurer un régime parlementaire. De ce point de vue-là, je fais une petite incidente, et notamment par rapport à ce que disait Dominique Rousseau tout à l'heure, et je suis très d'accord avec lui. Le problème, ce n'est pas du tout l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Mais vraiment pas du tout. Je pense que c'est une erreur de réfléchir comme ça. Il y a 14 pays de l'UE qui ont un président de la République élu au suffrage universel direct. Il y a certains de ces présidents qui ont des pouvoirs tout à fait équivalents au président français. Il n'y en a aucun qui exerce le pouvoir de cette façon. Donc ce n'est pas le suffrage universel direct qui produit la présidentialisation. Et d'ailleurs, je dirais, là-dessus, je suis en désaccord avec Dominique Rousseau, il ne faut pas parler de la Constitution de 62 par rapport à la Constitution de 68. Il n'y a pas de Constitution de 62. Le suffrage universel vient régulariser une situation, c'est-à-dire une pratique du général de Gaulle depuis l'origine. Bien. Donc, premier chantier, le chantier de la responsabilité. Alors, on pourrait, évidemment, en plus, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire dedans. C'est-à-dire mettre en place toute une série de mécanismes qui obligent les dirigeants, les élus à rendre des comptes. Hein, les Anglais ont un mot, ils appellent ça accountability. C'est un mot qui n'existe pas vraiment en français. Accountability, c'est rendre des comptes sur la confiance qu'on vous a accordée au moment de vous donner un mandat. Bon. Voilà, il faudrait construire, on peut imaginer toute une série de petits mécanismes qui obligent aux gens de répondre à des questions, de donner des documents, etc. Deuxième chantier. Alors là, pour le coup, un petit peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas toujours des solutions préexistantes, c'est ce que j'appellerais le chantier de l'inclusion. On en a parlé tout à l'heure, hein, abstention, retrait des classes des populations les plus défavorisées qui ne sont plus dans la sphère du politique, etc. Hein, bon. Ce changement de la société qui est devant nous, si on ne met pas tout le monde dedans, ça va faire une société qui sera invivable. C'est une société de technocrates, de super experts, etc. Bon. Donc l'inclusion est extrêmement importante. Et cette inclusion, elle doit porter sur quoi il faut jouer du point de vue, je dirais, institutionnel. Parce que l'inclusion, c'est aussi l'école, c'est les inégalités sociales, etc. Hein, mais une constitution, ça ne peut pas tout. Hein, bon. Y a 3 points sur lesquels les normes, disons, politiques peuvent jouer. La première, c'est les questions de la représentation. La qualité de la représentation. Je ne vais pas être très long là-dessus, mais on a quand même un énorme problème de représentativité dans ce pays. Un énorme problème. Je suis d'accord, il faut insister sur le problème de la mauvaise... Enfin, sur le problème social. On est dans une situation aujourd'hui, des collègues politistes avaient fait le calcul, là, pour la composition actuelle du Parlement, on est revenu à un type de composition de la fin du 19e, en termes de représentation sociale. Donc on est dans une situation très forte de régression. Alors, on s'est amélioré évidemment du point de vue du genre, encore qu'on soit un peu loin quand même de ce que ça devrait être. On s'est un petit peu amélioré par rapport au passé sur l'âge, mais c'est vrai que ça devenait
Ça a commencé à faire un peu club de troisième âge blanc, hein, le Parlement. Hein, c'était un peu bizarre. Bon. Mais on a un problème de représentation et de représentativité. Il n'y a pas de solution miracle, mais il est clair que la proportionnelle, c'est quelque chose de beaucoup plus... Voilà, la proportionnelle. La proportionnelle n'est pas une dose de proportionnelle. La dose de proportionnelle, c'est franchement du pipeau. La dose du proportionnel, en plus, si vous limitez le nombre de parlementaires, ça veut dire que des parlementaires élus au suffrage universel direct sur des énormes circonscriptions, et puis un petit bout, 70, 80, enfin je ne sais pas, il faudra voir, de parlementaires élus sur des listes nationales qui seront désignés par les partis sans aucun ancrage territorial. Enfin bon, je pense que c'est une mauvaise solution. Deuxième, donc ça c'est le premier chantier, on pourra en reparler hein, si vous voulez me poser des questions là-dessus après. Bon. Deuxième sujet, la question de la participation. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la démocratie participative, etc., etc. Bon, c'est un sujet très compliqué, la question de la participation. Mais disons qu'il faut penser la question de la participation en termes de décision. Tant que vous ne mettez pas de la décision dans la participation, franchement, si vous réunissez des gens pour discuter, qu'après vous n'en tenez pas compte, bon, le budget participatif, par exemple, ça peut être un bon outil. Pas quand c'est fait comme de la com, on va sur Internet, on clique sur le projet qu'on aime. Hein, bon. Mais si on essaye de construire quelque chose de plus exigeant, par exemple, ça peut être un bon outil. En tout cas, on n'a pas le choix. Moi, je pense qu'on n'a tout à fait pas le choix. Le problème, c'est pas de savoir si c'est bien, si c'est contre ou pas la démocratie représentative. La question de la participation, elle est tout simplement liée aux transformations morphologiques de la population. C'est tout simple. Je veux dire, en 1958, il y avait 180 000 étudiants en France. Là, à la rentrée, là, il y aura plus de 2 600 000 étudiants. Voilà, c'est tout, ça change tout. Voilà, les gens, ils sont éduqués, ils sont élevés, ils ont accès à beaucoup d'informations, etc. Vous leur faites pas le truc dans le dos. Vous ne décidez pas derrière de ce... Voilà. Là, aujourd'hui, moi, vous, et mes enfants en tout cas encore plus, on ne décide pas sans leur poser la question, on ne décide pas sans les faire participer à la décision, etc. Donc, la participation, alors dessus, là, après, c'est compliqué, c'est là que ça devient compliqué de trouver les vrais outils qui ne produisent pas des usines à gaz, qui permettent vraiment de se mobiliser, qui ne produisent pas des nouvelles classes politiques, des retraités qui ont du temps pour venir participer, alors que les travailleurs, eux, ou les jeunes couples, ou tout ce que vous voulez, ils ne viennent pas participer parce que tout simplement, ils n'ont pas le temps, etc. Hein, bon. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Bon. Troisième chantier, je vais aller très vite, mais je pense qu'il faut absolument mettre ce que moi j'appelle de l'interpellation citoyenne, ce que dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme qu'on vous citait tout à l'heure, on appelait de la réclamation. Bon. Je crois qu'il faut introduire de la réclamation. C'est-à-dire que la capacité des citoyens à intervenir, parfois même un peu brutalement, mais il faut organiser tout ça, hein, pas brutalement au sens de la violence, hein, mais il faut qu'ils puissent faire irruption dans le politique. Par exemple, c'est très sympa les pétitions, mais c'est du pipeau. Par exemple, pouvoir inscrire une question à l'ordre du jour d'une assemblée parlementaire avec les parlementaires qui seraient obligés de répondre à cette question, là, à mon avis, il y a un mécanisme d'interpellation qui peut être extrêmement efficace. On peut le faire évidemment dans toutes les assemblées, dans les assemblées des collectivités territoriales, etc. Ça, c'était le chantier 2. Chantier 3. C'est un chantier que j'appelle l'agir local. C'est un truc un peu écolo. Si je dis l'agir local, vous savez, les écolos ils disent qu'il faut penser global et agir local. Bon. Mais ce changement social, cette invention d'une nouvelle société, ça va partir du bas, ça va partir des territoires, dans des expériences, etc. Tout à l'heure... Hein ? Oui, non, mais je veux dire, c'est un petit slogan écolo, c'est pour ça. Bon. Mais évidemment, c'est tout le monde maintenant. Hein, je veux dire, c'est sa propriété de... Bon. La mère de Malakoff, tout à l'heure, le disait. D'ailleurs, j'ai été étonné que ce soit la seule qui parle de ça. Je pense qu'il y a un enjeu considérable. C'est le troisième chantier, c'est la question de la démocratie locale. On a construit la décentralisation par... la décentralisation, en fait, c'est l'entérinement... Enfin, la décentralisation, c'est... Je vais le dire méchamment, il y a ici des élus... Enfin, bon, c'est le résultat de l'égoïsme, des lobbies d'élus locaux. Le résultat, c'est que vous avez un truc qui est un empilement, qui est illisible, où on s'arrange,
c'est tout à fait inefficace, ça coûte très cher, c'est vrai que ça coûte très cher, et c'est très peu démocratique parce que jamais, je dis bien jamais, depuis les lois de fer 82-83, jamais on a posé la question de la démocratisation. Et les collectivités territoriales, c'est pire que la Ve République. C'est pire que la Ve République. Dans une mairie, un conseil régional, un conseil départemental, il y a une confusion, par exemple, entre l'exécutif et le législatif. C'est un truc un peu bizarre. Je veux dire, quand même, la séparation des pouvoirs, on avait l'impression que c'était quand même le b.a.-ba de la démocratie. Bien non. Bon. Donc là, il y a un enjeu absolument considérable qui doit être articulé avec les questions de représentation, avec les questions de participation, avec les questions d'interpellation dont j'ai parlé tout à l'heure, et évidemment avec la question de la responsabilité. Je vais vite parce que j'ai encore un 4e chantier. Le 4e chantier, c'est le plus excitant intellectuellement, c'est le plus novateur. Tout ça, ça existe déjà. Enfin, tout ça, on a les instruments pour penser tout ce dont je viens de parler. Là, on rentre dans une nouvelle dimension qu'on ne sait pas du tout maîtriser, c'est comment on fait rentrer les générations futures dans la politique d'aujourd'hui. Pourquoi ? On a inventé des systèmes politiques, grosso modo, nos façons de penser le système politique ont été inventées au XVIIIe siècle et testées au XIXe. Et c'était quoi ? On pensait qu'on avait la maîtrise totale des ressources. Il n'y avait pas de limite aux ressources. On était dans la captation permanente des ressources. Et on allait toujours aller plus loin, le Far West, etc. On allait conquérir. Et le progrès scientifique allait nous permettre de conquérir encore plus le monde, de nous l'approprier. Et voilà. Et le rythme de tout ça, le rythme de la politique, c'était les échéances électorales, tous les 5 ans, tous les 6 ans, etc. Aujourd'hui, on sait très bien. Aujourd'hui, on commence à comprendre intimement le fait que nos décisions ont des effets de très très long terme, des termes même qui sont impensables. Bure, par exemple, c'est des termes qui sont impensables parce que personne au monde ici vivant n'a l'expérience d'une expérience de 100 000 ans, de 200 000 ans, de 300 000 ans. Même de 50 000 ans, on ne sait pas. Même de 10 000 ans, on ne sait pas. 2000, on sait, parce qu'il y a eu un type qui était sur une croix, et donc on s'en rappelle tous les dimanches, on fait un certain, mais enfin bon. Donc 2000, à la rigueur, ça va, mais vous voyez, on est dans des horizons temporels qui dépassent très largement la capacité de l'humanité. Bon. Comment on intègre ça dans le politique ? Ça, c'est un enjeu considérable. Alors, on a fait quelques propositions récemment avec d'autres, des intellos, comme dirait Barbara, Romagnan. Je l'appelle Barbara parce qu'on se connaît, mais c'est vrai que j'aurais dû dire Barbara Romagnan, parce que bon. Nous, on propose ça ne suffit pas à régler tous les problèmes, mais on propose qu'on transforme le CESE en assemblée du long terme. Alors, le président de la République, il a dit à peu près ça cet été, au mois de juillet, devant le Congrès, il a dit on va faire une chambre du futur. Mais quand vous regardez ce qu'il raconte derrière, en fait, je ne sais pas d'où ça vient, enfin, c'était, je sais pas. Bon, il a dû, comme ça, prendre l'air du temps, mais il n'y a pas de contenu. Alors nous, on a essayé de faire un bouquin, on dit, voilà, qu'est-ce que ça serait une chambre du futur ? Une chambre du futur, ça serait une chambre qui serait, je ne rentre pas dans les détails, mais ça serait une 3e chambre parlementaire qui ne ferait pas la loi. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire la loi pour les générations futures, on n'en sait rien. Mais qui serait une capacité d'interpellation et de veto sur les décisions du Parlement, dès lors que ces décisions mettent en danger justement les générations futures, ou du moins on peut penser qu'elles mettent en danger ces générations futures. Et pour que ça marche, ça, il faut, et vous connaissez bien cette question, parce qu'elle est rentrée dans le débat, et il faut remercier M. Mélenchon de ce point de vue-là, à travers ce qu'il a appelé la règle verte. Bon. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'il appelle la règle constitutionnelle verte, hein, bon. Avec sa définition. Mais il a eu un avantage au moins, c'est de dire qu'il faut mettre dans la Constitution des normes sur la question de l'avenir, des normes sur la question du climat, des normes sur la question de l'environnement. Donc ça me semble être extrêmement important. Bon. Donc voilà, je finis sur ce dernier chantier. Évidemment, on ne va pas le faire là. Hein. Je ne rêve pas, ce n'est pas M. Macron qui va le faire. Hein. Mais si nous pouvions être beaucoup à porter l'enjeu, cet enjeu-là, qui est comment est-ce qu'on essaye de faire de la politique en intégrant les contraintes du long terme, eh bien je crois que nous aurions aussi avancé dans la démocratie et pour cette nouvelle société que nous allons devoir construire tous ensemble.